Une balle traverse le silence du désert, révélant des secrets enfouis dans le sable. Dans l'affrontement entre ambition et honneur, un marshal solitaire et une botaniste courageuse découvrent que leurs destins sont entrelacés par quelque chose de plus profond que la terre qu'ils défendent. Une histoire de justice, de rédemption et un amour qui fleurit dans les conditions les plus arides. Préparez-vous pour un voyage qui fera galoper votre cœur comme le vent de l'Ouest. Abonnez-vous. Laissez un like et dites-nous d'où vous regardez cette saga. À l'aube naissante, quand le vent chuchotait des promesses oubliées dans les dunes et que la poussière s'élevait en tourbillons paresseux, la petite communauté de poussière sèche s'éveillait sous le regard implacable d'un soleil qui semblait décidé à drainer la dernière goutte de vie de la terre. C'était un endroit né de l'obstination et du besoin, où l'eau était plus précieuse que l'or, et l'espoir, une denrée encore plus rare. Michel, le marshal de poussière sèche, observait le matin teinter l'horizon de tons orangés et rouges, du haut de la véranda du bureau du shérif. Ses yeux bleus, usés par le temps et la solitude, balayaient la rue principale en terre battue. Il voyait le poste de traite ouvrir ses portes grinçantes, sentait l'odeur du café fort mêlée à la poussière fine qui s'infiltrait partout. Depuis 30 ans, l'étoile sur sa poitrine était son seul compagnon constant, le bouclier qui le séparait du monde et des souvenirs qu'il préférait garder enfouis. Il se souvenait d'avoir choisi cette vie, la vie de la loi en terres inhospitalières, abandonnant la ferme familiale, la promesse d'une vie plus simple et, pire, le lien avec son frère cadet, Benoît. La culpabilité était un animal silencieux qui le rongeait de l'intérieur, un fardeau qu'il portait aussi naturellement que l'étui à sa ceinture. C'était un homme de routine. Il se levait avant le soleil, arrosait son petit jardin d'herbes médicinales, camomille sauvage, rue féroce, citronnelle des plaines, un coin de verdure inattendu dans cette mer de brun et d'ocre. Ensuite, il balayait le bureau du shérif, préparait son café amer et s'asseyait sur la véranda observant. Observer était son métier. Observer le saloon, le mouvement clairsemé, les visages tendus des colons qui luttaient pour arracher leur subsistance à la terre ingrate. Il savait qui était trop silencieux, qui buvait plus que d'habitude, qui portait des soucis sur ses épaules voûtées. L'arrivée de la diligence était toujours un événement, un lien fragile avec le monde extérieur qui apportait non seulement des provisions essentielles et du courrier, mais aussi des nouvelles, de nouveaux visages, et occasionnellement des problèmes. Ce jour-là, la diligence s'arrêta avec un soupir de frein fatigué et un nuage de poussière. 2 figures descendirent. La première, un homme d'apparence ordinaire, avec des mains calleuses et un sourire trop facile, qui se présenta comme Élie, un marchand d'outils venu du sud, intéressé à établir un commerce dans la région. Sa conversation était aisée, pleine de détails sur des villes lointaines, et il gagna rapidement la sympathie de Joseph, le propriétaire du saloon La Dernière Goutte, qui voyait dans la venue d'Élie la promesse d'une certaine vitalité pour le village. Michel observa Élie descendre, ses yeux scrutateurs notant la légère, presque imperceptible, hésitation avant que l'homme ne pose le pied sur la terre battue, comme s'il n'y était pas habitué. La deuxième figure qui descendit de la diligence fit arrêter ce qu'il faisait aux quelques personnes présentes. C'était une femme, mais pas une femme que l'on voyait souvent par ici. Elle portait des vêtements de voyage pratiques, mais son maintien était élégant, et ses yeux d'un vert vibrant semblaient absorber chaque détail de l'environnement avec une intensité curieuse. Elle descendit avec 3 mallettes de cuir, lourdes, qui contenaient plus que des vêtements. C'étaient des instruments de travail, de gros carnets de notes, des pots en verre pour les échantillons, et une boîte soigneusement rembourrée qui, on découvrit plus tard, contenait un microscope. Elle se présenta comme Anne-Claire, botaniste, envoyée par une société d'études de la flore pour cataloguer et analyser les propriétés des plantes du semi-aride. Sa mission déclarée était scientifique, mais un regard plus attentif, le regard entraîné de Michel, saisirait une ombre de quelque chose de plus, une urgence voilée dans ses gestes, une inquiétude subtile sous son calme apparent. La terre semblait respirer un air différent avec son arrivée, un souffle doux, là où auparavant il n'y avait que l'aridité. Élie, le marchand, s'intégra rapidement à la vie du village.
Il passait ses journées à converser avec les colons, demandant des informations sur la terre, sur l'eau, sur les difficultés et les espoirs. Sa capacité d'écoute et son empathie apparente le rendirent rapidement populaire. Personne ne remettait en question ses questions détaillées sur la profondeur des puits ou la composition du sol. Après tout, c'était un marchand intéressé par la vente d'outils agricoles, et connaître les conditions locales n'était que du bon sens commercial, pensait-il. Michel cependant restait sur ses gardes. Son observation aiguisée, affûtée par des années passées à démêler les mensonges déguisés, détectait la manière dont Élie évitait le contact visuel direct pendant plus de quelques secondes, le sourire qui n'atteignait pas les yeux quand il parlait de son passé. Il y avait quelque chose de calculé dans ses mouvements, une précision qui contrastait avec la spontanéité qu'il tentait de projeter. Élie était comme une vipère du désert, se déplaçant silencieusement sous le sable, attendant le bon moment pour frapper. Anne-Claire, de son côté, se consacrait à sa recherche avec une passion contagieuse. Elle passait des heures sous le soleil ardent, explorant les zones autour du village, collectant des échantillons, dessinant des croquis détaillés dans ses carnets. Initialement, les colons l'observaient avec la même méfiance qu'ils réservaient à tout étranger. Mais la barrière céda lorsque le jeune fils de Madame Marie, la couturière du village, contracta la fièvre du désert, une maladie traîtresse qui menait souvent à une mort rapide. Les remèdes conventionnels étaient rares, et le désespoir s'empara de la maison de Madame Marie. Anne-Claire, entendant parler du garçon malade, alla le voir. Avec les connaissances qu'elle portait en elle, elle prépara un cataplasme à partir d'une herbe locale qu'elle avait étudiée, une plante que les anciens connaissaient pour ses propriétés fébrifuges. Elle appliqua le cataplasme sur la poitrine du garçon et prépara une tisane amère. En 2 jours, la fièvre céda. Le garçon se rétablit. La gratitude de Madame Marie et la nouvelle de l'exploit d'Anne-Claire se répandirent comme une traînée de poudre. La botaniste n'était pas seulement une étrangère bizarre qui regardait les fleurs. Elle était quelqu'un qui pouvait aider. Cette petite victoire lui gagna le respect et la confiance de la communauté d'une manière qu'aucun autre geste n'aurait pu le faire. Michel l'observait de loin lors de ses expéditions. La voir se pencher sur une plante, la concentration sur son visage, le soin avec lequel elle manipulait les échantillons, éveillait en lui une curiosité endormie. Un jour, il la trouva près de la source d'eau, la seule source fiable du village, protégée par un petit toit de chaume. Elle avait sa gourde vide sous le soleil brûlant. Sans dire un mot, Michel sortit sa propre gourde et la lui offrit. Leurs doigts se touchèrent brièvement en passant l'objet, et le contact fut comme une petite étincelle au milieu de l'aridité. Anne-Claire le remercia avec un sourire sincère, et à partir de ce jour, un silence confortable s'établit entre eux. Il n'avait pas besoin de beaucoup de mots. Il l'accompagnait de loin dans certaines de ses randonnées, assurant sa sécurité contre les animaux sauvages ou d'autres dangers cachés dans le paysage monotone. Elle, parfois, apparaissait au bureau du shérif, curieuse de la vie d'un marshal, sur les histoires que cette terre gardait. Alors que la confiance en Anne-Claire grandissait, l'influence d'Élie augmentait également. Il commença à parler de la possibilité de trouver plus d'eau. Basé sur ses observations, il affirmait avoir identifié des indices d'une veine souterraine plus profonde que la source actuelle. La communauté, suffoquée par la perspective d'une nouvelle sécheresse prolongée qui s'annonçait avec le manque de pluie printanière, s'accrocha à cet espoir de toutes ses forces. La promesse d'eau abondante signifiait le salut des récoltes, la prospérité future, peut-être même l'arrivée de plus de familles, et la transformation de poussière sèche en quelque chose de plus qu'un avant-poste. La sécheresse arriva avec la force d'un poing fermé. Les puits de plusieurs maisons commencèrent à se tarir, le bétail dépérissait sous le soleil implacable, et la tension dans le village devint palpable. L'humeur s'aigrit, les petites querelles se transformèrent en discussions animées. Le manque d'eau était l'ennemi commun, et la peur, un parasite qui se nourrissait de l'espoir déclinant. Par une nuit chaude et étouffante, la communauté se réunit dans la petite chapelle, sous la faible lumière de lampes à huile. Élie, avec son éloquence convaincante, présenta sa proposition. Il financerait le forage d'un puits artésien,
une œuvre complexe et coûteuse, en échange de droits sur une portion de la terre autour de la nouvelle source, si elle était trouvée. Il argumenta que la terre prendrait une valeur immense avec l'eau, et que la communauté bénéficierait de la proximité du puits et de la vente de ses produits. Beaucoup, désespérés, acceptèrent immédiatement. Cela semblait la seule issue. La foi en la providence et en la capacité d'Élie surpassait la prudence. Michel écoutait en silence, son regard passant d'Élie aux visages anxieux de ses voisins. Il y avait quelque chose dans la proposition qui ne collait pas. De petits détails dans la manière dont Élie parlait de la terre. Une connaissance qui semblait aller au-delà de l'intérêt d'un simple marchand d'outils. Il sentait l'odeur subtile de la dissimulation dans l'air vicié de la chapelle. Il interrogea Élie sur la profondeur estimée, sur le coût réel, sur la garantie que l'eau serait pure. Élie répondit par des évasions polies, citant les risques inhérents à toute excavation. Mais la confiance qu'il exhalait semblait apaiser les doutes de la majorité. Michel leva la main pour parler, mais fut interrompu par un fermier impatient qui réclamait de l'action. Pas des questions. Le marshal ravala ses mots, la suspicion fermentant en lui. Pendant ce temps, Anne-Claire continuait sa recherche. Un jour, collectant des échantillons près de la zone où Élie avait indiqué la source possible, elle remarqua quelque chose d'étrange. Les plantes de la région, bien que luttant contre la sécheresse, présentaient un schéma de mort inhabituel, comme si elles étaient empoisonnées par quelque chose venant d'en bas. Elle analysa les échantillons de sol et de végétation dans son microscope improvisé à la pension où elle était hébergée. Elle découvrit la présence d'un minéral sombre en concentration anormalement élevée dans le sol près de la surface. Un minéral qu'elle reconnut de ses études. Un minéral à potentiel de valeur industrielle, mais qui, au contact de l'eau, pouvait la rendre toxique. Sa découverte l'alarma profondément. Cette nuit-là, elle rencontra Michel sur la véranda du bureau du shérif. Le ciel était clair, parsemé d'étoiles qui semblaient infinies dans l'obscurité du désert. L'air frais contrastait avec la chaleur oppressive du jour. Ils s'assirent, côte à côte, étendirent la carte rustique qu'elle avait dessinée sur le plancher de bois. Elle pointa la zone, expliqua sa découverte, la voix basse et urgente. « Marshal, les plantes meurent à cause de ça, » dit-elle, touchant un point sur la carte. Michel se pencha pour mieux voir. En une fraction de seconde, leurs mains se touchèrent sur le papier. Le contact fut électrique, un frisson inattendu pour tous deux. Ils retirèrent leurs mains presque instantanément, une chaleur montant à leurs joues sous la faible lumière de la lampe. Le toucher, bref comme le vol d'une luciole dans la nuit étoilée, les laissa inconfortablement conscients l'un de l'autre, de la proximité physique et de la connexion qui se formait au-delà des mots et des préoccupations liées à la sécheresse. La poussière du jour semblait moins suffocante dans cette quiétude partagée. La tension atteignit un premier pic de suspense lorsque la diligence suivante arriva. Parmi les correspondances pour le village, il y avait une lettre scellée adressée à Élie. Par une erreur du livreur, la lettre finit dans la pile de correspondances pour le bureau du shérif. Michel, reconnaissant le saut inhabituel, hésita un instant. Son éthique professionnelle dictait de ne pas ouvrir le courrier d'autrui. Mais l'intuition, cette voix silencieuse qui le guidait depuis des années, criait danger. La curiosité d'un jaguar à l'affût d'une proie était la seule chose qui surpassait son respect de la vie privée. Il ouvrit la lettre. Elle n'était pas écrite en mots courants, mais en un code simple de substitution numérique. Michel, avec sa mémoire impeccable, se souvint d'avoir vu un schéma similaire des années auparavant, lié à des opérations de prospection illégale. Il passa des heures à déchiffrer le message, utilisant de vieilles connaissances acquises lors d'affaires passées. Le message confirmait ses soupçons les plus sombres. Élie n'était pas un marchand, c'était un évaluateur. Il était là pour confirmer l'existence d'un gisement minéral précieux sous le village et acquérir les droits sur la terre à bas coût. La lettre mentionnait une compagnie minière, la Compagnie minière de l'Ouest S.A., et donnait des instructions pour accélérer l'acquisition de la terre, profitant de la crise de l'eau. Le sang de Michel se glaça. Ce n'était pas l'eau qu'Élie cherchait, c'était le minerai. Et la communauté était sur le point de céder ses terres pour une fausse promesse de salut. Il savait qu'il devait agir,
mais il ne pouvait pas tout révéler d'un coup. La révélation précoce qu'il avait intercepté la lettre pourrait alerter Ellie et le faire fuir avant que Michel ne puisse réunir suffisamment de preuves ou alerter la communauté efficacement. C'était une petite victoire. La confirmation de la fraude, mais avec un coût potentiel élevé si le timing n'était pas parfait. Il devait trouver un moyen d'utiliser cette information sans en révéler la source. Le forage du puits commença quelques jours plus tard. La communauté, travaillant avec un mélange d'espoir renouvelé et l'anxiété qui planait toujours dans l'air. Ellie supervisait les travaux avec un enthousiasme calculé, tandis que Michel observait, cherchant des signes de son véritable objectif. Les jours se transformèrent en semaines. Pendant cette période, la routine entre Michel et Anne-Claire s'approfondit. Il l'accompagnait dans ses expéditions matinales, et pendant qu'elle collectait des échantillons et étudiait la flore, il balayait l'horizon avec ses yeux d'aigle, s'assurant qu'elle était en sécurité. Il conversait sur les plantes, sur la résilience de la vie dans le désert. Elle lui apprit à reconnaître les propriétés de certaines herbes, et lui, à son tour, partagea des histoires de la vie à la frontière, du danger constant, de la beauté sauvage et cruelle du paysage. Les après-midi, Anne-Claire les passait fréquemment au bureau du shérif, organisant ses notes. Le silence entre eux était de complicité, rempli par le léger grincement de la plume sur le papier et le son lointain du vent. Ils partageaient des impressions sur des livres qu'elle avait apportés avec elle, discutant d'idées qui semblaient lointaines du quotidien brutal de Poussière Sèche. Lentement, ils partagèrent des fragments de leur vie, de petites fenêtres sur le passé que tous deux tentaient de laisser derrière eux. Un après-midi, une tempête de sable se forma à l'horizon, forçant tout le monde à s'abriter. Le sable fouettait les murs de bois du bureau du shérif. Le vent hurlait comme un loup affamé. Assis sur la véranda, attendant que la tempête passe, la vulnérabilité s'installa dans l'air. Anne-Claire, regardant le tourbillon dehors, confessa que sa venue dans l'Ouest n'était pas seulement pour la science. C'était une fuite. Elle était promise à un homme influent, un industriel puissant avec qui sa famille, en difficulté financière, avait arrangé un mariage de convenance. L'idée d'une vie sans passion, liée à un homme qui ne voyait en elle qu'un bien à acquérir, l'étouffait. Elle s'enfuit, utilisant l'expédition botanique comme prétexte, espérant trouver un moyen de subvenir à ses besoins et se libérer de ce destin. Les mots sortirent d'elle comme un lourd soupir. Michel écouta en silence, la compréhension dans ses yeux. Quand la tempête s'apaisa, il alla jusqu'à son petit jardin et revint avec un petit pot en terre cuite. À l'intérieur, un cactus fleuri, une espèce rare qu'il cultivait avec soin, ses pétales jaunes brillant dans la faible lumière de la fin d'après-midi. Il le lui tendit. « Certaines choses, dit-il, la voix rauque, fleurissent dans les conditions les plus difficiles. » Le geste, chargé de symbolisme, fut plus éloquent que n'importe quelle déclaration. Le cactus était la foi qui survit dans l'aridité, l'espoir qui germe de l'impossible. Le forage continua, l'espoir de la communauté grandissant à chaque mètre de terre enlevé. Finalement, un cri d'excitation résonna sur le chantier. Il avait trouvé de l'eau. La nouvelle se répandit rapidement. La communauté courut voir, la joie imprimée sur les visages fatigués. Mais la célébration fut de courte durée. L'eau qui émergea n'était pas claire et cristalline comme il l'espérait. Elle était sombre, trouble, avec une odeur étrange. Et bientôt, la petite source diminua, produisant à peine de quoi remplir quelques seaux. La désillusion s'abattit sur Poussière Sèche avec la force d'un poids mort. Et pire, l'eau semblait contaminée. Anne-Claire, avec ses outils et ses connaissances, analysa l'eau sombre. Elle confirma ses soupçons. Elle était chargée du même minéral qu'elle avait trouvé dans le sol. La veine d'eau qu'Ellie avait promise était, en réalité, le sommet d'un gisement minéral. Et le peu d'eau présent était empoisonné par la haute concentration du matériau. La découverte de la contamination transforma la déception en colère. La communauté se retourna contre Ellie. Ils l'accusèrent de charlatan, de menteur. Ellie, voyant la situation s'effondrer, disparut à la faveur de la nuit, emportant avec lui non seulement ses affaires, mais aussi les documents que beaucoup de colons avaient signés, transférant les droits sur leurs terres si l'eau était trouvée,
document qui semblait maintenant frauduleux, basé sur une fausse prémisse. Michel, utilisant sa connaissance du terrain et suivant des pistes subtiles laissées par Ellie. Une empreinte différente dans la terre humide près de la source. Une conversation fortuite avec Joseph sur un cheval loué, parti à sa poursuite. Il savait qu'Ellie n'était qu'un pion dans un jeu plus vaste, mais le capturer pourrait révéler l'étendue du plan. Sa poursuite le mena hors des limites du village, suivant une piste qui allait vers le nord. La tension était dans l'air, épaisse comme la poussière en suspension. Le soleil frappait sans pitié, et le silence du désert n'était brisé que par le son des sabots de son cheval sur le sable. Il sentait que le temps s'épuisait, que quelque chose d'autre allait arriver. L'intuition d'un animal chasseur aiguisé par des années de danger le poussait en avant. Pendant que Michel était absent, son pressentiment se confirma de la manière la plus cruelle. En l'absence du marshal, un groupe d'hommes armés, avec l'air de ceux qui n'acceptaient pas les discussions, arriva à Poussière Sèche. Ce n'étaient pas des vagabonds ou des bandits ordinaires. Ils étaient bien habillés, leurs chevaux étaient de race, et ils portaient des fusils modernes. C'étaient des hommes de la compagnie minière de l'Ouest, SA, la compagnie mentionnée dans la lettre d'Ellie. Dirigés par un homme au visage froid et à la voix autoritaire, ils présentèrent des documents légaux, les mêmes qu'Ellie avait obtenus des colons, revendiquant des droits miniers sur la terre du village. Ils alléguaient que, conformément à la loi territoriale et aux documents signés, la terre où le minéral avait été trouvé, et une vaste zone autour, appartenaient maintenant à la compagnie à des fins d'extraction. La panique s'installa. La communauté, sans le leadership fort de Michel, fut divisée. Certains voulaient résister par la force, d'autres, intimidés par les armes et les documents, envisageaient d'accepter une compensation dérisoire pour quitter leur maison et leur terre. Le point culminant du danger imminent arriva lorsque les hommes de la compagnie identifièrent Anne-Claire. Le chef du groupe la fixa avec un regard de reconnaissance sombre. « La demoiselle fugitive », dit-il, un sourire cruel aux lèvres. C'était le représentant de l'homme à qui elle était promise en mariage. Sa présence ici n'était pas seulement une fuite. Maintenant, c'était un obstacle direct au plan de la compagnie qui devait maintenir son opération discrète et loin des scandales avec des familles influentes. Anne-Claire fut maintenue sous surveillance, confinée dans la maison où elle était hébergée. Elle perçut le danger non seulement pour elle, mais pour tout le village. Le blason de la compagnie sur les documents et les boucles de ceinture des hommes était le même que celui de la famille de son prétendant. La conspiration était plus vaste et cruelle qu'elle ne l'avait imaginé. Pendant qu'elle était confinée, Anne-Claire pensait désespérément à la manière d'alerter Michel. Elle se souvint de leurs conversations sur les plantes et leur signification, sur la manière dont les peuples anciens utilisaient la nature pour communiquer. Elle eut une idée. Elle utilisa les plantes médicinales qu'elle cultivait sur le rebord de sa fenêtre, les arrangeant en une séquence spécifique, un code visuel basé sur leurs propriétés curatives et sur le langage symbolique des fleurs qu'elle et Michel avaient discuté. Elle laissa l'arrangement visible dans l'espoir que Michel, à son retour, le remarquerait et déchiffrerait le message. Danger, compagnie, minerai, confiné. C'était un acte de foi, un message silencieux envoyé à travers le désert, une petite lumière contre l'obscurité qui s'installait. Michel retourna au village au crépuscule, le cheval fatigué, l'âme lourde. Il n'avait pas trouvé Ellie, seulement des traces de sa fuite précipitée. La scène qui l'attendait était pire que ce qu'il craignait. Les hommes armés de la compagnie occupaient la rue principale, leurs visages durs sous la lumière du crépuscule. Il sentit la tension dans l'air comme un fil barbelé. Il chercha Anne-Claire. Il ne la vit nulle part. Il s'approcha du bureau, du shérif, où quelques colons se réunissaient, les visages pâles et effrayés. Il apprit l'arrivée des hommes, de la revendication des terres, du confinement d'Anne-Claire. Le chef de la compagnie, un homme appelé colonel Dubois, s'approcha de Michel avec un sourire sarcastique. « Marshal, il semble que nous soyons parvenus à un accord sans votre présence. La terre est nôtre maintenant. » Michel sentit la colère, monter, chaude et dangereuse. Mais il garda son calme, ses yeux bleus froids comme la glace. Il vit l'arrangement de plantes sur la fenêtre de la maison d'Anne-Claire, la sauge pour la guérison,
le romarin pour le souvenir, la rue pour la protection, disposés dans un ordre spécifique que seuls eux comprendraient. Le message arriva clair. C'était la compagnie minière, l'objectif était le minerai, et Anne-Claire était en danger. La nuit tomba, sombre et sans lune. La poussière de l'oppression semblait plus lourde que celle du désert. Les hommes de Zinti-Centenden, la compagnie montèrent la garde. Michel savait qu'ils ne pouvaient pas les affronter de front. Ils étaient en supériorité numérique et mieux armés. Il lui fallait un plan. Il réunit les colons les plus loyaux dans la chapelle sombre, la faible lumière provenant d'une seule lampe projetant des ombres fantomatiques sur les murs. Il partagea le message d'Anne-Claire, la confirmation du véritable plan. Il ne s'agit pas d'eau, c'est le minerai. Et ils envenimeront la terre pour l'extraire. L'indignation s'alluma dans les yeux de certains. D'autres étaient encore paralysés par la peur. Michel proposa un plan audacieux, qui dépendait de la connaissance d'eux deux, de lui et d'Anne-Claire. Ils utiliseraient les anciens sentiers autochtones qu'ils connaissaient bien, des chemins cachés dans les formations rocheuses et les gorges, pour s'approcher de la maison où Anne-Claire était confinée, sans être détectée. La mission était de secourir Anne-Claire et de récupérer les documents frauduleux qui étaient en possession du colonel Dubois, prouvant la fraude et leur donnant une base pour contester la revendication de la compagnie. L'opération nocturne commença sous le voile de l'obscurité. Michel et un petit groupe de colons de confiance, se déplaçant comme des ombres, suivirent les sentiers sinueux, contournant les positions de garde des hommes de la compagnie. Le silence n'était brisé que par le son lointain du vent. Le suspense était palpable à chaque pas. Ils arrivèrent près de la maison, utilisant la topographie du terrain comme couverture. Michel s'approcha de la fenêtre d'Anne-Claire, la même où il avait vu l'arrangement de plantes. Il frappa doucement. Anne-Claire ouvrit la fenêtre avec prudence, ses yeux verts brillant dans l'obscurité. Le soulagement sur son visage était un rayon de lumière dans la nuit. Le sauvetage fut tendu. Il y avait un garde à l'extérieur, mais ils réussirent à le neutraliser silencieusement. Ils entrèrent dans la maison. Le colonel Dubois et certains de ses hommes dormaient profondément, drogués par la tisane qu'Anne-Claire avait préparée pour eux, utilisant une herbe dont elle savait qu'elle induisait un sommeil profond. Mais il y avait un autre garde, caché dans l'ombre du couloir, qu'il n'avait pas prévu. Juste au moment où Michel et Anne-Claire prenaient la mallette avec les documents, le garde bougea. Un fusil fut levé dans l'obscurité. À l'instant crucial, Anne-Claire, ses sens aiguisés par le danger et par la connaissance de son environnement, vit le mouvement dans la pénombre. Dans un réflexe rapide, plus instinctif que réfléchi, elle jeta un petit pot en terre cuite qui se trouvait sur une table proche, en direction du garde, criant un avertissement. Le pot se brisa. La distraction fut suffisante pour que Michel dégaine son arme et neutralise l'homme avant qu'il ne tire. Ce fut un moment de vulnérabilité mutuelle, de dépendance, un acte de sacrifice qui solidifia le lien entre eux d'une manière que rien d'autre n'aurait pu faire. La vie de Michel était entre ses mains, et elle agit sans hésiter. La foi que l'un plaçait en l'autre était un bouclier plus fort que n'importe quelle arme. Avec les hommes de la compagnie ligotés au bureau du shérif et les documents en main, Michel convoqua une réunion d'urgence pour l'aube. La communauté se réunit à nouveau dans la chapelle, les visages tendus, l'espoir vacillant entre la peur et la promesse de justice. Michel présenta les documents, expliqua la fraude. Mais ce fut Anne-Claire qui apporta la véritable clarté et la possibilité d'un avenir. Debout devant la communauté, avec les documents dans une main et un échantillon du minéral dans l'autre, elle expliqua, avec la clarté de sa science, ce qui se passerait si la compagnie minière de l'Ouest exploitait la terre. Ce minéral, dit-elle, est précieux, oui, mais la manière dont ils prévoient de l'extraire implique l'utilisation de produits chimiques et de processus qui contamineront irrémédiablement l'eau souterraine. Non seulement la source ici, mais toute la région. En quelques années, cette terre deviendra un désert toxique, incapable de supporter la vie. L'eau que nous buvons, la terre que nous cultivons, tout sera empoisonné. Ces mots, appuyés par des preuves scientifiques irréfutables, frappèrent tout le monde comme un coup. La peur du futur sombre, du lent empoisonnement, surpassa l'attrait de la richesse immédiate.
Mais la communauté était encore divisée sur la manière d'agir. Lutter contre une compagnie puissante semblait impossible. Accepter la défaite, impensable. Le moment décisif vint lorsque Joseph, le vieux propriétaire du saloon, un homme respecté pour son âge et sa sagesse tranquille, se leva. Sa voix était rauque, mais ferme. « Mes parents me racontaient des histoires, dit-il. Des histoires de nos ancêtres, avant que nous ne venions ici. Ils vivaient dans une terre riche en pierres sombres, comme ils les appelaient. Au début, elles apportaient la prospérité. Mais ensuite, ceux qui buvaient l'eau près des excavations commencèrent à tomber malades. Une maladie qui affaiblissait, qui enlevait la vie lentement. Ils disaient que ces gens rejoignaient les étoiles prématurément. Nos ancêtres, voyant cela, choisirent la vie au lieu de la richesse. Ils quittèrent leur terre, cherchèrent un endroit où l'eau était pure. C'est ainsi que nous sommes arrivés à Poussière Sèche. Cette terre peut être dure, mais l'eau jusqu'à présent nous a soutenus. Nous ne pouvons pas commettre la même erreur que ceux qui nous ont précédés. » L'histoire de Joseph, un écho du passé, qui résonnait avec la science d'Anne-Claire, toucha l'âme de la communauté. Le choix entre la vie et la mort, entre la foi en la terre et l'ambition destructive, devint clair. Anne-Claire, avec sa vision d'avenir, proposa une alternative. Utilisant ses connexions avec des naturalistes et des universités lointaines, elle suggéra de transformer la région en une réserve d'études botaniques. Cela apporterait une protection légale à la terre, empêcherait l'exploitation minière et attirerait des ressources et une attention scientifique, offrant une nouvelle forme de subsistance pour la communauté à travers le tourisme écologique et la recherche. Michel compléta la proposition, offrant d'utiliser ses anciennes connexions avec des officiels territoriaux et des contacts dans d'autres villes pour garantir que la proposition soit formalisée et reconnue par les autorités competentes. C'était un plan audacieux, qui exigerait du temps et des efforts, mais qui offrait un espoir réel, une lumière au bout du tunnel de poussière. La décision fut prise. La communauté de Poussière Sèche, unie par la menace commune et la vision d'un avenir durable, décida de lutter pour sa terre de la manière qu'elle pouvait, par la loi et par la science, au lieu de par la violence. La nouvelle de la décision et de l'arrestation des hommes de la compagnie se répandit. Il faudrait du temps pour que la proposition de réserve botanique soit approuvée, pour que les documents soient contestés légalement, mais la première et la plus importante bataille avait été gagnée, la bataille pour l'âme et l'avenir du village. Quand la poussière retomba finalement, non seulement la poussière soulevée par la diligence ou par la tempête, mais la poussière de l'incertitude et de la peur, une pluie inattendue tomba sur Poussière Sèche. Ce n'était pas une tempête, mais une pluie fine et constante qui semblait laver la terre et purifier l'air. Une bénédiction douce qui semblait célébrer la décision collective. Michel et Anne-Claire se retrouvèrent au point le plus élevé du village, une petite colline rocheuse d'où l'on pouvait voir toute la vallée. La pluie tombait doucement sur eux. Le silence entre eux n'était plus de prudence ou de gêne, mais de compréhension profonde et de respect mutuel. Ils regardaient ensemble la vallée qu'ils avaient aidé à sauver, pour les terres qui ne seraient pas empoisonnées, pour l'avenir qui s'ouvrait. Sans mots, leurs mains se rencontrèrent, leurs doigts s'entrelacèrent. Le toucher n'était pas électrique comme la première fois, mais ferme, réconfortant. Une promesse silencieuse. Ce geste simple communiquait plus que 1000 mots sur le chemin qu'ils choisiraient de suivre. Anne-Claire, avec un sourire qui faisait briller ses yeux verts comme des émeraudes lavées par la pluie, sortit son carnet de notes. Elle l'ouvrit. À une page où, soigneusement emballée dans du coton humide, une petite graine avait germé. C'était la graine d'un cactus, la descendante de celui que Michel lui avait donné, bourgeonnant maintenant avec une nouvelle vie. Elle la lui tendit. Il semble que certaines choses fleurissent vraiment dans les conditions les plus difficiles, dit-elle, répétant ces mots. Il prit la graine germée dans sa main calleuse, sentant la fragilité de la vie nouvelle et la force de l'espoir qu'elle représentait. La graine était le symbole de ce qu'ils pouvaient cultiver ensemble, d'un avenir qu'ils construiraient sur cette terre difficile, mais précieuse. Le village, renouvelé par le conflit surmonté et la promesse de protection pour ses terres,
entama une célébration qui mêlait les traditions des divers habitants. Il y avait de la musique jouée au banjo et à l'harmonica, des danses improvisées dans la rue mouillée par la pluie douce. Autour du feu de joie central, allumé malgré la bruine, des histoires étaient partagées. L'histoire de la botaniste qui guérit le garçon, l'astuce du marshal pour découvrir la fraude, la sagesse du vieux Joseph. Des promesses étaient faites non seulement de reconstruire ce qui avait été ébranlé, mais de construire quelque chose de nouveau. Un nouveau code communautaire commença à se former, basé sur la protection mutuelle, sur la valorisation de la terre et de ses ressources naturelles, et sur la foi en la capacité de surmonter les adversités ensemble. La lumière des feux de joie se reflétait sur les visages, non plus marqués par la peur, mais par l'espoir qui avait germé comme cette petite graine de cactus. Michel, observant la scène aux côtés d'Anne-Claire, sentit le poids de la culpabilité qu'il portait depuis des années se dissiper, pas complètement, mais suffisamment pour respirer plus légèrement. Il ne pouvait pas changer le passé, il ne pouvait pas récupérer le temps perdu avec son frère, mais peut-être, à poussière sèche, pourrait-il trouver un nouveau but, une nouvelle famille, un endroit où l'espoir pourrait fleurir. La chaleur de la main d'Anne-Claire dans la sienne, l'odeur de la terre mouillée et de la fumée de bois, le son des rires et de la musique, tout cela était réel, présent, la vie qu'il choisissait de défendre, la vie qu'il choisissait de vivre. La solitude qui l'accompagnait depuis si longtemps reculait, devant la lumière qu'elle apportait. Lui, le marshal solitaire, l'animal aux habitudes recluses, commençait à sentir la force de la meute, la promesse d'un foyer. Anne-Claire, la botaniste fugitive, la fleur rare dans le désert, trouvait à poussière sèche non seulement des plantes à étudier, mais des racines à planter, un amour à cultiver. Le voyage à travers le désert aride les avait menés à une oasis inattendue, non d'eau mais de foi, de lumière et d'espoir, où leurs destins, auparavant des chemins séparés dans la poussière, se croisaient pour former un chemin unique vers l'horizon. Et vous, à quel moment laisserez-vous l'espoir fleurir dans votre désert ?